Je suis une femme de 19 ans et ma mère, âgée de 46 ans, avons toujours été très proches depuis ma naissance. Nous faisions toujours tout ensemble. Nous étions inséparables jusqu'à mes 12 ans. Ma mère, mon père et moi étions tous dans la voiture, roulant anormalement vite ce jour-là. Le ciel bleu magnifique et les vêtements parfaitement ajustés étaient un peu étranges, mais je n'y ai pas prêté attention, car j'avais 12 ans. Nous allions au centre commercial pour faire un peu de shopping, et nous raillions en racontant des blagues. Une blague en particulier, racontée par mon père, nous a tous fait éclater de rire au lieu de simplement sourire. Soudain, nous avons été percutés de plein fouet par une autre voiture. Et malheureusement, mon père n'en est pas sorti vivant. Quant à ma mère et moi, nous nous en sommes sortis avec juste une petite égratignure. Rien de grave. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Quelques mois plus tard, ma mère a commencé à agir très étrangement. Et je veux dire étrangement, dans le sens où sa santé a rapidement décliné. Elle est devenue de plus en plus maigre, et ses os étaient de plus en plus visibles sous sa peau douce et fragile. Elle a commencé à sauter des repas plus régulièrement, jusqu'à ne plus du tout manger. Elle a commencé à descendre dans le sous-sol environ 2 ans après la mort de mon père. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Je remarquais qu'elle passait jusqu'à 3 semaines à la fois là-bas, parfois même four. Les mauvaises odeurs ne sont apparues que quelques mois plus tard. L'odeur était putride, tellement mauvaise que je ne pouvais même pas approcher le sous-sol sans avoir des hauts le cœur et parfois vomir sur place. Chaque fois que j'essayais de descendre au sous-sol, la porte était verrouillée de l'intérieur et ma mère ne disait pas un mot. Chaque fois que j'essayais d'engager une conversation, elle se contentait de me fixer du regard. Et cela me perturbait. Elle semblait n'avoir aucune âme quand elle me regardait dans les yeux et que je la regardais dans les siens. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti quand un jour elle est sortie du sous-sol. J'étais assise à la table de la cuisine, en train de manger un sandwich. Quand elle est sortie avec du sang sur les mains et sur le haut, avec même du sang sur son pantalon, je l'ai regardée avec un regard horrifié alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à la salle de bain en laissant accidentellement la porte du sous-sol ouverte. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir quelle était cette odeur. Je me suis levée et je suis allée vers la porte du sous-sol et en descendant les escaliers, l'odeur devenait de plus en plus forte. Mais quand je suis descendue là-bas, j'ai failli vomir. Là, j'ai vu son ordinateur portable et une table d'opération avec un corps ouvert dessus. Je pouvais voir tous les organes et les intestins, certains même sur le sol. En regardant sur le côté, j'ai vu un tas de cadavres s'accumuler dans le coin. À ce moment-là, je suis remontée en courant et j'ai appelé la police. Et quand ils sont arrivés et ont regardé dans le sous-sol, je les ai suivis là-bas et tout était normal. Mais ce qui m'a fait frissonner, c'est que la maison dans laquelle je me trouvais et où j'ai grandi était abandonnée depuis 20 ans. Personne n'avait vécu dans la maison depuis. Tout cela était dans ma tête. Il y a 3 ans, j'ai rencontré de sérieuses difficultés financières. J'avais à peine assez d'argent pour
pour louer un appartement d'une pièce, payer les factures et la nourriture. Il n'était même pas question d'acheter de nouveaux vêtements. Le point culminant a été le licenciement de mon emploi, soi-disant pour réduction de poste. J'ai envoyé mon CV partout, j'ai passé des entretiens et personne ne voulait me voir dans leurs entreprises. J'ai décidé de prendre un risque. Un poste de gardien était ouvert dans un camp de vacances à temps plein. Le salaire n'était pas élevé, mais pas moins que celui de mon précédent emploi. De plus, j'avais à ma disposition une petite maison confortable juste à l'entrée. En arrivant au camp, en inspectant le terrain et mon lieu de travail, j'ai réalisé que la télévision couleur, le petit réfrigérateur et le lit étaient exactement les mêmes choses que j'avais utilisées toute ma vie. Je n'avais pas besoin de plus. Mais ce qui m'a surtout enchantée, c'est que mon compagnon devait être un chien, que je ne pouvais pas avoir dans mon appartement loué pour des raisons évidentes. J'étais ravie en le voyant, un simple bâtard aux yeux intelligents et à la constitution robuste. Il s'appelait Richie. Dans l'ensemble, tout m'a plu, mais le seul souci était l'hygiène personnelle, car nous partagions le même lit avec le gardien de nuit et les draps n'étaient clairement pas changés hors saison. Parlons d'ailleurs du gardien de nuit. Un homme ordinaire et soigné d'environ 50 ans, assez agréable, d'autant plus qu'une maladie ne lui permettait pas de boire. Donc, il n'était pas alcoolique. Novembre est arrivé et avec une petite valise, je me suis installée sur mon lieu de travail. Le camp était niché au cœur de la forêt. La taille du terrain n'était pas petite. Il n'y avait qu'une seule route menant au camp, le long de laquelle on pouvait marcher jusqu'au village le plus proche en parcourant 6 kilomètres. C'est pourquoi j'avais à ma disposition une Fiat de service un peu usée. Dans chaque bâtiment, des caméras étaient installées dans le hall donnant sur la porte d'entrée. Les mêmes caméras étaient présentes sur le terrain de sport, dans la salle à manger, dans la salle de réunion, à l'entrée et sur la scène d'été. La salle de surveillance vidéo était située derrière la porte de mon bloc, mais les caméras étaient en mode enregistrement, car la direction demandait de ne pas les afficher sur les moniteurs, sauf en CS de besoin pour économiser de l'électricité. Cependant, dans mon bloc, il y avait une télécommande pour les caméras qui réagissaient au mouvement. Ce mode n'était activé que pendant la basse saison, lorsque le camp n'accueillait ni enfants ni personnel. Dans l'ensemble, tout était très ordinaire et ennuyeux. Jour après jour, je passais mon temps allongé devant la télévision, lisant un livre, résolvant des mots croisés et jouant avec mon chien. Je régalais mon estomac avec des nouilles instantanées et mes poumons avec des cigarettes bon marché. Je devais faire le tour du camp 3 fois par jour, veillant à ce que ni les locaux ni les animaux ne pénètrent sur le terrain. Et il y a eu un tel incident. Une fois, déjà tard dans la journée dans ma mémoire, le capteur de mouvement de la caméra dans le 5e bâtiment s'est déclenché. Attachant mon ami en laisse et prenant par précaution un pistolet à blanc, je me suis approchée d'un pas assuré du hall du 5e bâtiment. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon Richie était un chien craintif, qui a baissé la queue et a commencé à geindre. Mais d'une voix ferme et courageuse, j'ai ordonné de sortir du bâtiment. Le gamin, âgé de 13 ans, tout en larmes, blanchi de peur, est descendu de la porte d'entrée avec des jambes tremblantes. Derrière lui se trouvait son camarade,
dans le même état. Ils m'ont supplié avec beaucoup de larmes de ne pas les livrer à leurs parents, encore moins d'appeler la police. Après les avoir fait boire du thé et avoir eu une conversation avec eux, je les ai ramenés près du village, sans atteindre leur maison à quelques centaines de mètres près, et je les ai laissés partir. En passant, ces gamins me ramenaient souvent des DVD avec des films la nuit, même si je ne leur avais jamais dit que même dans ma cabane, je n'utilisais pas de vieillerie comme un lecteur DVD. J'avais juste pitié de les décevoir pour leur bonne action. De bons gamins, mais ils ne se sont pas liés d'amitié avec Richie. Il ne se liait pas avec eux. Mais tout cela n'était que le prélude. Les premiers animateurs devaient arriver mi-décembre pour faire la relève et préparer les bâtiments pour l'arrivée des enfants prévus pour le 28. Tout a commencé le 10 décembre. Vers minuit, le capteur dans le lointain 8e bâtiment s'est déclenché. Alors que je me préparais à partir en reconnaissance, j'ai décidé de mettre la caméra du bâtiment en mode en ligne. Tout était flou, on ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Après 1 ou 2 minutes d'attente, j'ai commencé à m'inquiéter que le capteur de mouvement ne s'éteigne pas. Décidant de partir en reconnaissance, lorsque j'ai ouvert la porte de mon bloc, j'ai remarqué que le capteur ne brillait plus. J'ai jeté un autre coup d'œil à la caméra et juste devant moi, le capteur de mouvement s'est allumé dans le 7e bâtiment. Je l'ai mis en mode en ligne, la même image, un brouillard dense. Prévoyant à l'avance, j'ai mis la caméra du 6e bâtiment en ligne et j'ai observé attentivement. Le 7e bâtiment s'éteint et à ce moment-là, 2 capteurs se déclenchent simultanément, celui du 6e et du 5e bâtiment, et l'écran est submergé de brouillard en 1 seconde, ne laissant rien voir. 20 secondes plus tard, tous les capteurs s'éteignent. Silence. J'ai été tellement surpris que ma bouche s'est ouverte, mais en même temps, j'ai fermement refermé la porte de ma cabane de l'intérieur. Je me suis finalement calmée environ 1 demi-heure plus tard, et j'ai décidé de vérifier quand même la zone. Oui, les portes des bâtiments mentionnés précédemment étaient ouvertes, mais je n'ai trouvé aucune trace de la présence de personnes étrangères. La neige était intacte, le chien se comportait calmement, ce qui signifie qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel, soit avec ce camp, soit avec mon imagination. J'ai longuement réfléchi à cet épisode et j'ai examiné les enregistrements des caméras, mais je n'ai pas pu trouver d'explication logique, car le vent n'aurait pas balayé proprement la moitié éloignée du camp tout en oubliant les autres bâtiments, et les caméras ne montraient plus de brouillard après mon arrivée. Quelques heures plus tard, les gamins m'ont réveillée, ce qui m'a presque fait grisonner. Après avoir juré, j'ai découvert qu'ils aimaient s'échapper de chez eux la nuit pour vivre une dose d'adrénaline. Et c'est seulement cette nuit-là que j'ai décidé de leur demander pour la première fois ce qu'ils cherchaient dans le camp, car à cette heure-ci, il n'y a que des meubles vides. J'ai alors entendu l'histoire suivante. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une tragédie dans ce camp, dans le 5e bâtiment. Un animateur voulait effrayer un garçon indiscipliné, alors il l'a enfermé pour la nuit dans une cellule. Comme les gamins me l'ont expliqué plus tard, c'était une pièce avec 2 lits vides, une sorte d'isolement pour les malades. Au milieu de la nuit, l'animateur a décidé de lui mettre un oreiller sur le visage, tout en lui lisant des notes sur le comportement approprié. Peut-être que les notes étaient longues,
Ou peut-être que le garçon était faible. Mais quand l'animateur a enlevé l'oreiller, le garçon ne respirait plus. Pris de peur que quelqu'un découvre ce qu'il avait fait, l'animateur a enterré le corps du garçon dans la cave du même bâtiment. Le deuxième jour, la disparition a été signalée à la mère, qui est venue au camp, et toute l'administration s'est mise à la recherche du garçon. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard. Lorsqu'ils ont emmené la mère du garçon vers le 5e bâtiment, son cœur n'a pas tenu le coup. Maintenant, une légende circule sur le fantôme du garçon et de sa mère. On dit qu'elle essaie toujours de le rejoindre pour dire au revoir, mais une porte fermée dans la cave l'en empêche. Ainsi, il faut lui ouvrir le chemin pour que leurs âmes se rejoignent et trouvent la paix. C'est en gros ce que nous faisions ce soir-là, malgré nos propres souhaits. Les gamins racontaient cela avec un enthousiasme juvénile. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que d'avoir le sang qui se glace dans les veines. Les gamins ont ensuite commencé à discuter de différents sujets, mais je ne les entendais plus. J'essayais de me reprendre en main. Ce n'est qu'après le déjeuner que j'ai décidé d'aller dans le 5e bâtiment, où j'ai effectivement trouvé une porte barricadée menant à la cave. De retour dans mon bloc, j'ai appelé le chef. « Salut, chef. »« Bonjour, » répondit le chef avec indifférence. « Écoute, je ne t'ai jamais demandé, mais où puis-je trouver les clés des sous-sols des bâtiments ? » Pourquoi en as-tu besoin ? Et en effet, pourquoi avais-je besoin des clés des sous-sols ? Je n'avais même pas pensé à cela. J'ai commencé à inventer des excuses, mais j'ai réalisé que je n'étais pas très douée pour ça. Je veux tout savoir sur le camp, sur chaque recoin. J'ai accès à tout, mais je ne peux pas accéder au sous-sol. Soyons honnêtes, de quel bâtiment parles-tu ? Je dois accéder au 5e bâtiment. Le 5e bâtiment n'est accessible ni aux enfants, ni aux animateurs, ni au personnel. N'y va pas, tu n'y trouveras rien de bon. Oublie simplement son existence, il sera bientôt démoli. Travaille et ne pose pas de questions stupides. Bonne journée. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de partir du camp et de retourner à ma vie antérieure. La peur se mêlait à la curiosité, suscitant des sentiments extraordinaires. Après avoir parlé à mon remplaçant, je n'ai rien appris de nouveau. Il s'est avéré qu'il dormait comme une souche et ne prêtait pas attention au moniteur. Mais je n'avais plus sommeil. À ma grande surprise, la nuit s'est déroulée paisiblement et vers 2 heures du matin, je ronflais déjà dans mon lit. Après le départ de mon collègue, je suis retournée à mon poste de travail. Il restait 1 semaine avant l'arrivée des animateurs. Pendant 5 jours, j'ai attendu quelque chose d'inhabituel, mais jour après jour, ma curiosité est restée insatisfaite. Le matin du 6e jour, mon remplaçant m'a appelé et m'a dit qu'il avait une forte fièvre et m'a demandé de rencontrer les animateurs à sa place et qu'il travaillerait pour moi par la suite. Alors que je commençais à m'endormir, mes yeux se sont soudainement ouverts au maximum et un sentiment d'anxiété incroyable a envahi ma conscience. Le capteur de mouvement du 8e bâtiment était allumé. Je le jure devant Dieu, je savais ce qui se passait et je ne voulais pas mettre la caméra en ligne. Je me suis approchée de la porte pour vérifier la solidité de la serrure. J'ai fermé les rideaux de la fenêtre et éteint la lumière, en retenant mon souffle tout en surveillant le tableau de bord des capteurs de mouvement. L'algorithme se répétait. Après le 8e, le 7e
et le 6e bâtiment, le capteur du 5e s'est enfin allumé. Je ne me souviens pas si j'ai avalé ma salive, si j'ai cligné des yeux. Je me contentais de fixer le tableau de bord, craignant de détourner le regard. Il a semblé se passer environ 40 minutes avant que le capteur du 5e bâtiment ne s'éteigne. À peine avais-je repris mes esprits que la peur visqueuse m'a frappé avec une nouvelle force. Le capteur du 4e bâtiment s'est allumé. Quoi que ce soit, cela continuait dans ma direction. À ce moment-là, j'ai regretté de ne pas être chez moi, dans mon petit appartement étroit, mais au moins en toute tranquillité. Le 4e bâtiment s'éteint. Le 3e s'allume. Craignant d'être remarqué, j'ai décidé d'éteindre la lumière, laissant seulement les petites lumières des caméras allumées, invisibles de l'extérieur. J'ai entendu mon chien aboyer dehors. Je comprenais tout parfaitement, mais j'avais peur de bouger. Le 3e bâtiment s'éteint. Silence. Les aboiements du chien. 1 minute plus tard, il gémissait déjà d'une manière anormale et, d'après les coups dans le mur de son bloc, j'ai compris qu'il se terrait dans un coin. Je lui demande toujours pardon pour ne pas avoir pensé à le mettre dans son confortable bloc cette nuit-là. Le pauvre Rishi a gémi pendant quelques secondes, avec une telle intensité, comme si... Je ne veux même pas décrire ce qui aurait pu lui arriver, mais je n'oublierai jamais ce cri. Ensuite, le silence est tombé. Un silence de mort. Vous savez, je n'entendais même pas ma respiration. Et dans mon état déjà lourd, j'ai vu que toutes les petites lumières des caméras s'étaient éteintes. Cela signifiait que ça était parti. Peu m'importait qu'on me paie pour ces écarts de travail ou non. Je voulais juste partir loin de cet endroit dès le matin. Rishi était couché là, comme si de rien n'était, mais ne réagissait ni à mes appels, ni à la nourriture que je lui avais donnée. Sur sa laisse, j'ai vu des marques distinctes de dents. Apparemment, le chien avait essayé de s'échapper cette nuit-là par tous les moyens possibles. J'ai caressé Rishi, rassemblé mes affaires, envoyé un SMS à mon chef, qui d'ailleurs ne m'a même pas rappelé, et je suis rentrée chez moi. Toute l'année, j'ai essayé d'éviter cette histoire autant que possible, et je n'avais personne à qui en parler. Je ne dirais pas que j'ai oublié ou que je me suis apaisée. Non, au contraire. J'ai commencé à fumer beaucoup plus. J'ai commencé à boire comme un alcoolique expérimenté. Car seul cet état me permettait de m'endormir, sans penser à cette nuit fatidique. À propos de Rishi, que je n'ai pas laissé entrer chez moi, du stupide panneau de contrôle avec les capteurs des caméras, de cette créature qui se promenait comme si de rien n'était sur le terrain du camp. Et le pire, c'est que je me demandais encore ce qui se serait passé si ça avait continué, si ça avait remarqué la lumière à l'intérieur de mon bloc. Et peut-être que ça ne me cherchait même pas. Jour après jour, les mêmes pensées, jour après jour, les mêmes réflexions et une dépression profonde qui s'installait. Et savez-vous ce que c'est que de couper le dernier nerf d'une personne au bord de la rupture? Mon remplaçant m'a appelé aujourd'hui et était clairement bouleversé, incapable de parler clairement et avec assurance comme il le faisait auparavant. Il m'a raconté une histoire familière sur les portes mystérieusement ouvertes dans le camp vide, sur le panneau de contrôle des caméras qui déconnaient. Mais ce matin, il a découvert des éraflures sur le côté extérieur de la porte et a décidé de m'appeler. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à vivre de cette façon.
car cette histoire s'était enracinée profondément dans mon esprit et j'ai décidé de partir là-bas pour me purifier. J'ai parlé à mon remplaçant des étrangetés, mais je n'ai pas approfondi l'histoire de l'étouffement du pionnier, car je ne me serais pas cru moi-même si je ne l'avais pas vécu. La seule chose que je lui ai proposée, c'est de ne pas allumer la lumière dans son bloc si cela se reproduisait, et de faire en sorte que son nouveau chien dorme à l'intérieur du bloc avec lui, et non à l'extérieur. Quant à moi, j'ai dit que j'avais une affaire à régler, et je lui ai demandé de ne pas s'en mêler et de me laisser libre de mes actions. Je lui ai aussi promis de tout lui raconter après avoir tout réglé. J'ai pris la hache du bouclier de sécurité et je me suis dirigée vers le 5e bâtiment, fermé hermétiquement. Le bâtiment était déjà prévu pour être démoli, apparemment au printemps. Après quelques coups de hache sur la serrure, la porte d'entrée s'est ouverte. J'ai dû lutter avec la porte du sous-sol, car elle était bloquée par plusieurs couches de planches en bois. Enfin, après une demi-heure de coups, j'ai enfoncé la porte du sous-sol avec mon pied. Et maintenant, il n'y avait plus d'obstacle devant nous. Je n'ai ressenti que de l'humidité. J'ai décidé de m'asseoir et de reprendre mon souffle. Je n'ai pas remarqué combien de temps s'était écoulé depuis ce moment. Mon remplaçant m'a ramené à la réalité en me giflant sur les joues. Il m'a dit que j'étais assis sans bouger depuis une demi-heure. Alors, il a décidé de ne pas tenir sa promesse de me laisser en liberté totale et de me ramener à mes esprits. Maintenant, il exigeait des explications de ma part. Il ne se contentait pas de me secouer. Il me secouait littéralement pour que je reprenne conscience. Je voulais boire du whisky, mais pour une raison quelconque, je me suis refusée pour la première fois en un an. Après avoir fumé une cigarette, j'ai raconté à mon partenaire l'histoire de la mère et du garçon étouffé. J'ai parlé de mes aventures de l'année dernière en tant que garde de sécurité. Mon coéquipier écoutait en silence, sans montrer ni surprise ni sourire. Après quelques minutes, la seule chose qu'il a demandé, c'est d'où j'avais appris cette histoire, car à part moi, cet hiver-là, il n'y avait personne sur le site. Bien sûr, j'ai mentionné la visite des 2 garçons du coin qui venaient souvent me voir. À ce moment-là, mon partenaire a légèrement froncé les sourcils. « Tu réalises qu'après tout ce délire, je ne peux pas te croire ?» a-t-il dit. « Quel délire ?» ai-je répondu. « Eh bien, comment te dire, le village de Datcha à 6 km est appelé Datcha parce qu'en hiver, à part les gardes comme nous, personne n'y habite. Le plus proche hameau avec des maisons d'habitation se trouve à 20 km, mais en hiver, aucun gars ne viendrait chez toi à travers la forêt au milieu de la nuit. » Nous avons décidé de nous rendre chez le garde du village de Datcha. C'est un homme adulte agréable qui nous a dit qu'il occupe ce poste depuis plus de 15 ans. Oui, il se souvenait de l'année de la disparition du garçon. J'étais l'un des volontaires qui parcouraient la forêt à la recherche du disparu. Nous avons alors parcouru la forêt dans tous les sens. C'était la saison des vacances et le village de Datcha était plein de monde. Nous étions tous là. Personne ne restait à la maison ce jour-là. Tout le monde cherchait, mais nous n'avons rien trouvé. Vers la fin août, les recherches ont été interrompues et le garçon a été déclaré disparu sans laisser de traces. Le cœur de la mère du garçon n'a vraiment pas supporté la perte de son fils. Mais ce n'était pas la pire chose qui soit arrivée à ce camp cette année-là. Le garde a avalé sa salive. Il a allumé une cigarette et a continué. Les gars s'appelaient apparemment Maxime
et Léon. Leurs parents vivaient justement dans notre village de Dacha. C'étaient eux qui avaient jeté le pauvre dans la cave. Il semble qu'un des deux était amoureux d'une fille qui en aimait un autre. Son ami l'a aidé. Ils étaient des gars normaux. Je ne pense pas qu'ils voulaient vraiment faire du mal sérieux. J'ai vu comment ils pleuraient et juraient hystériquement qu'ils avaient jeté le troisième précisément dans cette cave. La cave avait été fouillée de fond en comble par les enquêteurs. Probablement, chaque grain de poussière avait été examiné. Mais il n'y avait personne dans la cave. Les gars ont été emmenés au poste de police, interrogés 100 fois. Eh bien, les gars se sont échappés plusieurs fois vers le camp à la recherche du disparu. Ils voulaient toujours trouver le prisonnier. Les gardes du camp qui travaillaient cette année-là les connaissaient déjà et ne laissaient personne s'approcher du bâtiment maudit. Avec le temps, les gars se sont renfermés, sont devenus renfermés. Ils ont été suivis par des psychologues. Mais cela n'a pas aidé. Que ce soit en train ou en taxi, ils ont réussi à arriver dans notre forêt en décembre et se sont pendus directement dans celle-ci. Je n'oublierai jamais cette scène, car c'est moi qui ai donné mes dépositions en premier. Ils n'ont pas survécu à ce qu'ils ont fait. En bref, c'était horrible. Et là, j'ai été pris de frissons maximum. Des visages pâles, le hurlement du chien. Lors de ma première visite dans la chambre, je n'ai pas vérifié. 2 gars qui ont jeté le troisième dans la cave. 2 gars que j'ai découverts dans le 5e bâtiment. 2 gars qui cherchaient quelque chose ou quelqu'un. J'ai suggéré à mon collègue de laisser tomber ce travail et de partir loin. Mais il m'a répondu qu'il n'avait pas peur de cette foutaise et qu'il ne croirait jamais à quelque chose comme ça. Nous avons bu du thé ensemble, puis je suis rentrée chez moi. Tout le chemin, j'ai essayé de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Il était très effrayant de penser que les gars que j'avais si souvent vus n'étaient plus en vie depuis 11 ans. J'ai appelé mon collègue quelques jours plus tard et il m'a dit que la même situation s'était reproduite cette nuit-là. Mais le signal lumineux s'est allumé sur le 5e bâtiment et s'est éteint. Le signal lumineux ne se promenait plus tout seul dans les chambres. Et depuis plusieurs jours maintenant, il règne un silence complet dans le camp la nuit. Même le chien n'aboie plus. Eh bien, au moins, l'homme n'a pas peur de toutes ces absurdités. C'est une bonne chose. Et moi, ça fait presque 10 jours que je ne bois pas. Et je n'ai vraiment même pas envie. L'agence de travail temporaire m'a dirigée. Je n'avais aucune idée de qui serait mon employeur et ceux qui en résulteraient. Je savais seulement qu'il payait bien. Une excursion d'1 semaine pour 725 $ par jour. Plus que suffisant pour couvrir quelques factures de carte de crédit et une bonne partie du loyer du mois suivant. Pour ce prix, je ferais presque n'importe quoi. C'est juste dommage que je ne savais pas à l'époque dans quoi je m'embarquais. Arrivant à l'adresse indiquée, j'ai été très surpris. C'était un grand bâtiment au bout d'un chemin de terre dans la forêt, après 2 petites villes. Une grande enseigne à l'extérieur indiquait « Synthéticor ». C'était un simple bâtiment blanc de 3 étages, dépourvu de toute signalétique distinctive. Son apparence extérieure
ne me donnait aucune idée de sa fonction. Son emplacement était encore plus mystérieux. À en juger par le nom, je devais supposer qu'il s'agissait d'une entreprise de biotechnologie. Peut-être que je devais nettoyer des déchets radioactifs ou quelque chose du genre. Pour le salaire qu'il me versait, j'aurais volontiers pris le risque pour ma santé. En entrant dans le bâtiment et en rencontrant l'administrateur à la réception, j'ai été dirigée vers la salle 30 au 2e étage, où j'attendrais mon nouveau patron, elle. C'était un cadre standard pour n'importe quel bureau, bien que plus fantaisiste que d'habitude. Un tapis rouge, des murs blancs et pas de fenêtres. Il y avait seulement 6 bureaux disposés en 3 rangées de 2, chacun avec son propre ordinateur. Au fond de la salle, il y avait un grand mur recouvert d'un miroir unilatéral, avec un passage avec des marches de chaque côté. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chaise, un bureau et un téléphone fixe. C'était probablement l'endroit où les superviseurs surveillaient la productivité des employés. Mis à part cela, il n'y avait rien d'intéressant dans la pièce, sauf peut-être la corbeille à papier et la fougère dans un coin. Un homme âgé a ouvert la porte de la pièce et est venu me serrer la main, se présentant comme elle. Il semblait pressé, ne perdant pas de temps à décrire la tâche à venir. Je devais rester dans cette même pièce de 8h du soir jusqu'à 6h du matin le lendemain, chaque nuit pendant 1 semaine. Il m'a laissé son numéro de portable et une liste de règles à suivre. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas exagérer l'importance de suivre chacune d'elles exactement comme elles étaient formulées. Une fois qu'il s'est assuré que je comprenais toute la gravité de la situation, il m'a laissé seule, fermant la porte derrière lui. Et c'est tout, vraiment? Juste rester dans la pièce pendant 10 heures par jour? Je n'avais aucune idée pourquoi on me payait plus de 5 000 $ pour rester assis dans cette pièce. Mais j'avais appris il y a quelque temps à ne jamais regarder un cheval offert dans la bouche. Je me suis simplement assis dans la salle de surveillance avec un sourire aux lèvres et j'ai parcouru la liste des règles. Il y en avait 10 en tout et elles m'ont toutes laissé perplexe. La première, dès que 8h du soir arriveront, verrouillez la porte et ne sortez en aucun C de la pièce jusqu'à 6h du matin. Planifiez vos besoins de toilette et les moments pour manger en conséquence. Il ne doit y avoir ni nourriture ni boisson dans la pièce. La deuxième, ne pas utiliser l'ordinateur de Hank. Il est le plus proche de la sortie. Personne, et je veux dire personne, ne devrait jamais y toucher, quelles que soient les circonstances. Même Hank. La troisième, si le téléphone sonne, répondez, mais ne parlez pas. Peu importe. Ce que dit la voix à l'autre bout du fil, vous ne devez pas répondre. Raccrochez après 2 minutes. La quatrième, ne laissez pas entrer le nettoyeur, nous n'en avons pas. La cinquième, si quelqu'un d'autre approche de la porte, laissez-le entrer, mais ne leur prêtez pas attention. Ne réagissez en aucun CA. Quand ils partiront, fermez la porte et verrouillez-la derrière vous. La sixième, si la corbeille à papier change de place, remettez-la dans le coin dès que vous le remarquez. La septième, si je viens, laissez-moi entrer seulement si je connais le mot de passe. La huitième, à exactement 10h moins le quart, configurez des URL différentes sur l'écran principal de chaque ordinateur
sauf celui de Hank. Ne réagissez pas à ce que vous voyez. Comportez-vous normalement. La 9e. Si vous voyez Harvey, nourrissez-le avec une friandise de la table de Lisa, celle en face de la table de Hank. La 10e. En cas de situation d'urgence, appelez-moi sur mon portable, mais pas après 10h30. J'ai été perplexe, me demandant un instant si elle était fou, et si cela expliquait pourquoi personne n'avait pu tenir jusqu'au bout. Peut-être que ces bizarreries étaient trop importantes pour les candidats précédents, et qu'ils reculaient par crainte pour leur sécurité entre ses mains fragiles. On ne m'a pas si facilement découragée. Même si elle était fou, je prendrais volontiers son argent pour ce qui semblait être un travail très simple. Du moins, c'est ce que je pensais. La première nuit de garde était terriblement ennuyeuse. Rien de remarquable ne s'est produit. Certainement rien de ce à quoi je m'attendais d'après la liste d'elle. À 10h moins le quart, j'ai même changé les URL sur les ordinateurs, ne serait-ce que pour me sentir un peu utile. Cependant, la nuit suivante a été un peu différente. La 2e nuit de garde a commencé comme d'habitude. Je me suis préparée pour une autre longue nuit, en m'assurant d'avoir mangé et vidé ma vessie avant de me verrouiller. À 9h25, juste au moment où j'allais à nouveau changer les URL, je l'ai vue. La corbeille à papier était juste sur la première marche de l'escalier menant à la salle de surveillance. Je n'avais certainement pas mis ça là. J'ai ressenti une légère montée d'adrénaline avant de me calmer avec un sourire. La corbeille à papier, la liste. Tout cela était une plaisanterie à mes dépens. Elle, probablement, était dans la pièce voisine, attendant avec impatience de voir l'expression sur mon visage. Je suis descendue au premier étage du bureau. Il n'y avait personne. Je suis allée vers la sortie et j'ai secoué la poignée. Elle était toujours verrouillée. Embarrassée et un peu effrayée, j'ai rapidement pris la corbeille à papier et l'ai ramenée dans le coin de la pièce. J'ai regardé l'heure. 10h moins le quart. J'ai commencé à changer les URL sur tous les ordinateurs, désespérément espérant que ce que je venais de voir n'était qu'une illusion. En passant devant le bureau de Hank, j'ai saisi le dernier site sur l'ordinateur numéro 6. J'allais déjà me retirer quand une image étrange est apparue à l'écran. C'était l'enregistrement des caméras de surveillance de la pièce dans laquelle je me trouvais. J'ai vu moi-même regardant l'ordinateur. Je me suis retournée pour regarder en haut, mais il n'y avait pas de caméra. En regardant à nouveau l'écran, j'ai vu quelque chose d'horrible. J'ai regardé ma propre copie sortir de la salle de surveillance. Elle est venue derrière moi, a attrapé le disque dur sur l'un des bureaux et m'a frappé à l'arrière de la tête. Je me suis rapidement retournée pour me défendre. Il n'y avait personne là. Je me suis retournée à nouveau et l'écran a changé, montrant le site sur lequel j'étais entrée, comme d'habitude. Je me suis précipitée de retour dans la salle de surveillance et me suis assis, plus épuisée que jamais. J'ai envisagé de partir, mais je me suis forcée à continuer. Après tout, j'allais bien. Peut-être qu'elle n'était pas fou, mais il ne semblait pas être le genre de personne à me vouloir du mal. Pas que je le connaissais si bien. Et pourtant, je n'ai subi aucun dommage. Oui, je doutais de ma santé mentale, mais je n'avais subi aucune blessure physique. Quoi qu'il se tramait ici, tant que cela semblait inoffensif,
je resterai. Il y eut un coup fort. Ayant à peine récupéré de la pire expérience de ma vie, j'ai failli sauter hors de ma peau. Puis, derrière la porte, une voix retentit. C'était le nettoyeur. Je suis juste là pour nettoyer. Peux-tu ouvrir la porte? Je me suis souvenu de la règle numéro 4 et je ne lui ai pas permis d'entrer. Dans ma tête, je me suis dit « Tu as bien fait de ne pas le laisser entrer. Tu as suivi cette règle. Maintenant, tu es en sécurité. Tant que tu suis les règles, tu seras en sécurité. Tout est simple. Tu pourras aller jusqu'au bout. » Tu t'es à nouveau redressé sur ta chaise. Je vais vraiment y aller et y faire un nettoyage. Ouvrez la porte. Je suis tombée dans une profonde respiration et ai repoussé mon inquiétude, réussissant à ignorer le nettoyeur jusqu'à ce qu'il soit parti. Cela était une réussite pour moi et je me sentais vraiment bien. C'était un défi que je me suis bien porté, assure. Malgré le fait que j'étais toujours dans un état d'attente, les quelques heures suivantes sont passées sans incident. À un moment donné, j'ai même somnolé. Cela a continué jusqu'à 3 heures de la nuit, où j'ai dû accepter un autre défi. Un chat multicolore, tout en taches noires et oranges, a sauté sur la table devant moi. J'étais surpris, mais elle semblait amicale en touchant ma main. J'ai regardé le nom sur son collier. Harvey. Je savais ce que faire. J'ai cherché dans la table de Lisa, j'ai trouvé une brique de gâteau et j'ai nourri une Harvey, à qui cela a plu. À mon grand étonnement, il est ensuite passé par la porte et est passé à travers elle. Mon visage était raide de stupéfié. Quand mon étonnement initial s'est dissipé, il a été remplacé par une satisfaction de la victoire petite. Cela sonnait étrangement, mais je commençais à aimer ce travail. C'était le téléphone de la ville. Me souvenant des règles, j'ai décroché le combiné et l'ai approché de mon oreille, essayant de garder un œil sur l'heure. Salut, c'est elle. Je prévois de passer dans un peu de temps pour finir quelques bricoles. Comment ça va de ton côté? Je suis resté silencieux. Oui, c'est vrai. Désolé pour le silence. Tout va bien ici, juste un peu fatigué. J'ai pris la liste des règles entre mes mains et les ai examinées une fois de plus. Il n'y avait rien sur l'appel d'elle. Je n'ai rien répondu. On ne peut pas traiter son employeur ainsi. Si tu ne dis rien, je n'aurai pas d'autre choix que de te renvoyer. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je suis restée inflexible. Il ne restait que 20 secondes. Très bien. Je vais bientôt te voir pour te relever de ta garde. Je doute même que tu puisses survivre à une deuxième nuit. 2 minutes se sont écoulées et j'ai raccroché. 1 heure de plus a passé et je me suis sentie en sécurité. Réfléchissant aux épreuves que j'avais traversées jusqu'à présent, j'étais déconcertée mais déterminée. Je n'allais pas laisser la pièce brouiller mon esprit. Je contrôlais la situation. C'est Lisa. Puis-je entrer? Bien que j'ai hésité, je devais respecter la règle numéro 5. J'ai ouvert la porte et une femme est entrée. Tu dois être nouveau. Que penses-tu de cet endroit? Je suis retournée à mon bureau dans la salle de surveillance et me suis assis, faisant de mon mieux pour paraître détendue. Lisa s'est approchée de la vitre, sachant que je pouvais voir à travers. Tu n'es pas très bavard, n'est-ce pas? Ses yeux
errait de manière inhabituelle dans toutes les directions, et sa peau semblait légèrement affaissée, comme si elle se détachait des os. Je n'ai rien répondu, elle n'a rien dit de plus. Au lieu de cela, elle a regardé fixement à travers la vitre pendant un certain temps, assez longtemps pour que je me sente vraiment mal à l'aise. Ensuite, comme si de rien n'était, elle s'est arrêtée près de moi, levant la main. J'espérais qu'elle ne remarquerait pas que ma respiration devenait saccadée et laborieuse. Puis, elle a brusquement abaissé sa main sur la table, faisant un bruit sourd. J'ai failli grimacer, mais j'ai gardé mon sang-froid. 5 minutes gênantes plus tard, elle est partie. Je me suis précipitée vers la porte et l'ai verrouillée derrière elle. Après quelques instants, il y a eu un autre coup. Cette fois, c'était un garçon, disant qu'il cherchait son père. Je l'ai laissé entrer et je me suis assis à nouveau. Il a essayé plusieurs fois de me demander de l'aide, mais je l'ai soigneusement ignoré, tout comme Lisa. Cependant, à un moment donné, j'ai commis une erreur en croisant son regard. Pendant un instant, entre 2 battements de paupières, ses yeux sont devenus noirs comme du goudron, dépourvus de toute couleur. J'ai frémi, manquant de reculer, mais j'ai réussi à me retenir. Comme Lisa avant lui, le garçon finit par partir, et je fermai rapidement la porte derrière lui. Une autre règle était respectée. En plus du fait que la corbeille à papier bougeait encore quelquefois, rien d'autre ne s'est passé cette nuit-là. À peine avais-je repris mes esprits que c'était déjà l'heure de rentrer chez moi. J'envisageais sérieusement d'en finir avec ça, et peut-être ai-je même fait 1 ou 2 cauchemars quand j'ai dormi ce jour-là. Mais j'étais déterminée à continuer, curieux de voir quelles difficultés la pièce me réserverait la prochaine fois. La curiosité ne devrait pas suffire à me ramener, mais toutes les pensées rationnelles me fuyaient. Il y avait dans cette pièce une attraction qui me tirait vers elle. J'étais contraint de revenir, incapable de résister à son appel. Tout prétexte aurait suffi. Ainsi, le soir suivant, je repris ma position. En commençant mon quart de travail, j'avais confiance en moi. J'avais déjà affronté toute une série de choses absurdes et attendais patiemment la prochaine opportunité. Quelques heures s'étaient écoulées sans aucun problème. Ni chat, ni images sur les ordinateurs, ni appel téléphonique, ni mouvement de la corbeille à papier. L'ennui commençait déjà à s'installer lorsque des coups forts à la porte brisèrent le silence. Pourtant, aucun son de voix n'était audible. J'ai crié depuis la salle de surveillance. « Qui est là ?» ai-je demandé. Une courte pause a suivi. « C'est moi, elle, répondit-il. » J'ai pris la liste et relu la règle numéro 7. Quel est le mot de passe ? J'ai entendu un sourire narquois de sa part. « Il n'y a jamais eu de mot de passe indiqué. » Il avait raison. Le mot de passe n'était pas écrit avec la règle. Ça devait être lui. Je me suis approchée de la porte avec précaution et l'ai ouverte. Ellie était là pour me saluer avec un sourire. J'ai soupiré de soulagement. Il a ri de mon évidente nervosité. Il a fermé la porte et a commencé à faire quelque chose sur l'un des ordinateurs. « Écoute, pourquoi tu n'as pas enregistré le mot de passe ?» ai-je demandé. « C'est une ruse. Quiconque se faisant passer pour moi aurait pu essayer de trouver quelque chose qui les identifierait comme non moi. Tu comprends ? » Je comprends. C'est une bonne pensée. Il est retourné à son travail sur l'ordinateur. Je ne voulais pas le déranger, mais j'avais juste besoin de savoir. Au fait,
Qu'est-ce que c'est cet endroit? Pourquoi tout cela se passe-t-il ici? Il vaudrait mieux que tu ne poses pas de questions, surtout celles qui sont bien au-dessus de ton salaire. Je n'étais pas satisfait de la réponse, mais je savais que c'était tout ce que je pourrais obtenir de lui. Je le laissais travailler tranquillement et retournais dans la salle de surveillance, observant à travers le vitrage à sens unique. Et là, j'ai compris quelque chose. L'ordinateur qu'Ellie utilisait, c'était l'ordinateur de Hank. J'ai vérifié la liste 2 fois pour être sûre. Oui, c'était définitivement le bureau de Hank, et personne ne devait toucher à son ordinateur. Cela ne s'appliquait-il pas également à Ellie? J'ai retourné la liste au CS où je trouverais plus d'informations. Et là, mon cœur a chuté. En gros, en gras, au dos de la feuille, était imprimé un texte qui disait « Mot de passe, snack ». Oh mon Dieu! J'ai attrapé mon téléphone, attrapé le bout de papier avec le numéro d'Ellie et les composé aussi vite que possible. Il y avait quelques sonneries, mais il a finalement décroché. Allô? Tout va bien là-bas? Ellie, merci Dieu, j'ai fait une erreur. Je pensais que c'était toi. Je l'ai laissé entrer. Et maintenant, il est assis à l'ordinateur de Hank. Il a poussé un long soupir de déception. J'ai regardé le double d'Ellie se détourner de l'ordinateur, puis se lever. Écoute attentivement. Ne te comporte en aucun cas de manière suspecte. Tu seras en sécurité tant qu'il ne se doutera de rien. Si tu essayes de partir ou d'appeler quelqu'un d'autre, tout sera fini. Tu comprends? Oui, je comprends. Le double d'Ellie se dirigea vers la salle de surveillance. Mon cœur battait plus vite que jamais. Je serai bientôt là, ne panique pas. Il a raccroché. Je tenais le téléphone contre mon oreille alors que le double d'Ellie s'approchait, faisant semblant de parler à ma femme. Je t'ai dit, chérie, à 6h du matin. C'est alors que je finis. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Tu te fais trop de soucis. S'il te plaît, repose-toi un peu. La copie d'Ellie se tenait maintenant dans la pièce à côté de moi et me regardait. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine et l'ai regardé à nouveau. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a continué à regarder intensément pendant plusieurs longues secondes. « Pourrais-tu m'aider avec quelque chose sur l'ordinateur ?» Je me demande s'il voit comment mon cœur bat fort. Bien sûr, j'ai juste besoin de finir ce que je fais. Je viendrai tout de suite après. Il a encore regardé un instant, puis est retourné au bureau de Hank. Même si j'étais en panique, j'ai continué à faire semblant au téléphone. J'ai même simulé une dispute pour prolonger la conversation. En retenant mon souffle, j'ai observé la poignée tourner doucement et la porte s'ouvrir. C'était Ellie. Je n'avais jamais ressenti un tel soulagement de ma vie. Il s'est tourné vers le miroir et a mis son doigt sur ses lèvres, me demandant de rester silencieux. Le clone n'était pas au courant de son arrivée. Ellie s'est approchée de son double par derrière et l'a attrapé par la gorge. Le imposteur résistait, mais finalement succombait à sa prise cruelle. Il est tombé au sol sans vie avant de se désintégrer en poussière sur le tapis. Je me suis précipitée vers Ellie et l'ai remerciée. Je me suis également excusée profondément. Pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas la première chose qui entre dans la pièce. Et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. Je suis juste content que tu ailles bien. Bien sûr, je vais fermer la porte. Je ne voudrais pas qu'une autre personne entre. Je suis allée jusqu'à la porte et j'ai réalisé quelque chose. Je l'ai laissée déverrouiller après l'arrivée du sosie. C'est ainsi qu'elle est entrée. En me rappelant la dernière règle, j'ai lentement sorti mon téléphone et ouvert le journal des appels. Mon dernier appel était à 10h43, 13 minutes
après la date limite. Je me suis retournée et j'ai vu elle, juste derrière moi. Elle, quel est le mot de passe? Il a souri. Quel est le mot de passe? Ai-je répété, horrifiée. Un tueur en série a assassiné ma grand-mère le jour de son 80e anniversaire, en s'introduisant chez elle et en la poignardant plus de 70 fois. Il avait tué d'autres personnes âgées dans le quartier avec le même modus operandi, mais à ce jour, il n'a pas été attrapé. Il a cessé de tuer des gens après ma grand-mère. Elle était sa 6e et apparemment dernière victime, mais cela ne m'a pas fait me sentir mieux. J'étais absolument brisé le cœur. Ma mère était morte jeune d'un cancer du sein l'année précédente, et mon père était quelque part sur la côte ouest, un alcoolique sans espoir qui ne m'avait pas contacté depuis plus d'une décennie. Ma grand-mère était mon dernier membre de la famille proche. Dans son testament, j'ai hérité de tout, y compris la maison où elle est morte. Mais cela n'a pas rendu la tristesse et le désespoir moins grands. Je me sentais totalement seule au monde. Et pendant plusieurs points bas, j'ai même pensé me pendre ou prendre une overdose d'opiacés sur ordonnance. Je ne voulais plus être seule. Et j'étais tellement fatiguée d'être déprimée que j'aurais pris n'importe quel moyen pour que cela se termine. Après une semaine de dépression sans fin et de manque de sommeil, je suis devenue tellement désespérée que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament et à prier chaque nuit. Je me mettais à genoux et demandais à Dieu de m'aider. Le 3e jour, je pense qu'il a répondu. J'avais sombré dans un sommeil agité pendant quelques heures. Le premier vrai sommeil que j'avais eu depuis des jours, lorsque j'ai entendu un plancher qui craquait à côté de mon lit. Je me suis levée d'un bond, mais l'obscurité était si épaisse que je ne pouvais voir que des silhouettes. J'ai tâtonné autour de moi et j'ai allumé la lumière à côté du lit, horrifiée de voir quelqu'un dans ma chambre avec moi. L'être ressemblait à un ange avec une peau d'un blanc de craie, complètement dépourvu de sang et lisse comme de la pierre polie. 6 yeux étaient des orbites noires pures et ses dents étaient aiguisées en pointe. De vastes ailes blanches recouvertes de peau tendue s'étendaient derrière lui dans chaque direction sur 8 ou 9 pieds. Les ailes écrasaient complètement son corps. Il portait une armure qui brillait comme de l'argent éclatant, avec des jambières en chêne et des bottes en métal étincelant immaculées. Une lumière intérieure douce semblait émaner de sa peau, de son armure et de ses ailes. Tejena, Dieu a entendu tes prières, me dit-il. Il vint et posa sa main sur ma joue, la caressant doucement. Il vous aidera à traverser ce temps de tristesse et de dépression. Dieu ne veut qu'une seule chose de vous en retour. Tout, ai-je dit, dites-le. Il veut que vous tuiez une personne au hasard et que vous apportiez le corps à l'autel sacré dans la forêt, dit l'ange, ses yeux noirs fixant les miens, son visage à seulement quelques pouces du mien. Je me suis sentie hypnotisée. Si vous faites cela, il vous récompensera de tout ce que vous désirez. J'ai eu la nausée, me reculant en arrière lorsque l'impact de ces paroles a finalement pesé sur mon esprit. Quoi ?
ai-je demandé, mettant mes mains devant mon visage soudain, maintenant terrifiée de cette créature. « Vous n'êtes pas un ange. Sortez de ma chambre. » Son sourire s'est élargi de l'oreille à l'oreille, et sa main a jailli dans le battement d'un œil et a fracassé ma lampe, plongeant nous dans les ténèbres. Je me suis endormie instantanément, comme par magie, et me suis réveillée le matin pour trouver la lampe brisée sur le sol. Sinon, il n'y avait aucun signe du visiteur mystérieux. J'ai pensé que cela devait être un rêve. Peut-être avais-je simplement tendu la main et brisé la lampe pendant la nuit par accident, tandis que j'étais profondément plongée dans les griffes de quelques cauchemars. Et mon esprit avait simplement ajouté le bruit de la lampe se brisant dans le rêve et avait inventé toute l'interaction avec l'ange. C'était la seule chose qui avait du sens, après tout. Cela avait beaucoup plus de sens que d'être réellement visité dans la nuit par quelque entité surnaturelle me demandant de tuer des gens. Je suis passée par la porte comme un zombie, ressentant de plus en plus clairement les effets de la privation de sommeil. Après avoir fait une cafetière de café et en avoir bu 3 ou 4 tasses, j'ai estimé que j'avais suffisamment d'énergie pour au moins quitter la maison pendant quelques heures. J'ai décidé d'aller faire une promenade dans les montagnes voisines. Alors que je marchais sur le sentier, je voyais quelqu'un qui me regardait depuis derrière les arbres. Mais chaque fois que je regardais, ils avaient disparu d'une manière ou d'une autre. C'était comme une silhouette sombre de corps humains qui jouait à cache-cache avec moi et gagnait toujours. J'ai même essayé de courir vers la zone où j'avais vu la figure à quelques reprises, mais il n'y avait personne alentour. Pas de brindilles cassées ou de buissons écartés. Pas de bruit de pas qui s'éloignait. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai pensé que soit la privation de sommeil me jouait des tours, soit je voyais un fantôme. Je n'avais jamais vu de preuve de fantôme ou de démon ou de quoi que ce soit avant. Donc, j'ai simplement attribué cela à la massive et longue privation de sommeil que j'avais subie. Et j'ai commencé à l'ignorer. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, les choses n'ont pas amélioré. J'ai vu une silhouette qui se cachait derrière la porte de mon placard, qui était ouverte à peine. Et maintenant que j'étais beaucoup plus près, je pouvais voir le visage clairement. C'était le visage de cet ange cauchemardesque à la peau blanche de craie que j'avais vu la nuit précédente. Il apparaissait partout où je regardais, se cachant derrière le canapé, rôdant derrière moi dans mon reflet dans le miroir de la salle de bain, même se cachant dans le placard où je rangeais les céréales et les conserves. Un placard qui était beaucoup trop petit pour contenir quoi que ce soit de plus grand qu'un chat. Mais je voyais toujours ce visage. Et chaque fois que j'obtenais un bon aperçu, son sourire avait grandi, ses dents devenant plus longues et plus pointues, ses yeux devenant plus sombres et plus maniaques à chaque apparition. Maintenant, j'avais vraiment peur de m'endormir. J'ai passé la nuit à faire bouillir pot après pot de café tard dans la nuit, lisant livre après livre jusqu'à ce que je commence à m'endormir malgré toutes les quantités de caféine que j'avais consommées. J'ai réussi à me ressourcer à quelques reprises, mais c'était une bataille que je ne pouvais pas gagner. Et finalement, je me suis endormie pour de bon. Dans un état semi-hypnotique, comme dans un rêve, j'ai vu un placard que je n'avais jamais remarqué auparavant s'ouvrir dans mon salon. Un petit créature ressemblant à un gremlin
qui regardait à l'extérieur. C'était complètement différent de l'ange que j'avais vu, mais avait les mêmes yeux noirs, énormes et fixes. Lorsque je me suis réveillée complètement, j'ai vu se transformer en l'être démoniaque à la peau blanche qui m'avait accompagnée dans ma chambre avant. Ignorant l'être qui se tenait devant moi, je suis passée droit à côté de lui et j'ai ouvert le placard caché. Il se fondait parfaitement dans le mur et si je n'avais pas su exactement où se trouvait la porte, je ne l'aurais jamais trouvée. À l'intérieur, il y avait une petite table, des chaises miniatures, un petit miroir et un trou dans le sol qui sentait absolument affreux, comme de l'urine et des excréments anciens et desséchés. J'ai reporté mon attention sur l'ange qui se tenait là, mais j'ai trouvé à la place un petit gremlin, 2 pieds de haut, avec des yeux noirs purs, une peau verte comme les aiguilles d'un pin et de grandes oreilles en forme de chauve-souris. Il avait l'air petit et presque mignon dans la demi-lumière de la lune. C'est alors, ai-je dit, croisant les bras et regardant vers le bas sur lui, « Vous êtes celui qui me cause tous ces problèmes, hein ?» Il a tremblé légèrement, levant les mains. « S'il vous plaît, a-t-il dit dans une petite voix, je veux juste continuer à vivre ici en paix. J'étais amie avec la vieille femme qui vivait ici avant, mais l'homme mauvais est venu et elle est morte. Je n'étais pas là pour la protéger. » Sa petite voix s'est éteinte dans le silence, le bourdonnement des cigales et des grillons étant les seuls bruits restants. « Eh bien, ai-je dit, m'agenouillant et pinçant son long nez crochu, vous êtes juste le petit gars le plus mignon que j'ai jamais vu. » Il a sifflé contre moi, se redressant à sa hauteur maximale, qui arrivait à peine à la hauteur de mon genou. « Je ne suis pas, a-t-il dit dans une voix aiguë et outragée. Je suis le cauchemar qui hante les rues. Je suis vicieux. » Il a montré ses petites dents pointues et ses molaires de bébé à ce moment-là, et j'ai poussé un cri de délice. « C'est ça, ai-je dit. Vous restez ici avec moi. » J'ai balayé dans mes bras et lui ai donné un câlin. Il n'a pas résisté, mais ses bras minces se sont enroulés autour de mon cou et il a mis son visage chaud contre le mien, soupirant dans sa voix la plus aiguë. Je suis rentrée chez moi en pleine nuit, venant du cimetière, couvert de terre et de crasse. Uruk, comme il m'avait dit que son nom était, est sorti de son placard caché, habillé dans un costume élégant, originellement conçu pour les enfants. Il adorait s'habiller et m'impressionner, mettant des petits nœuds papillons et des petits chapeaux fedora que je lui avais achetés. Des vêtements qui me faisaient rire et me faisaient le prendre dans mes bras. J'étais heureux d'avoir un compagnon maintenant. Et la dépression et l'insomnie qui m'avaient tourmenté avaient complètement disparu. Je m'endormais souvent en tenant Uruk, le cuyant comme un ours en peluche. « Jenna, as-tu apporté ça? As-tu obtenu ça? A-t-il demandé rapidement, ses pupilles se dilatant d'excitation. J'ai hoché la tête, traînant un tarpaulin attaché à travers la porte et le déployant sur la cuisine. C'était un corps humain fraîchement mort. Une vieille femme qui était morte d'une maladie cardiaque, à en juger par son apparence. Uruk applaudit des mains de joie, sautant haut et bas comme un enfant le matin de Noël. Il s'est agenouillé, utilisant ses crocs aiguisés pour arracher la peau du visage.
avant de descendre vers le cou et la poitrine. J'ai laissé faire son dîner, car regarder manger souvent me faisait sentir malade. Tant que je le nourrissais, cependant, il disait que je n'étais en aucun danger. Il ne pouvait manger que des corps humains, mais que ces derniers soient tués ou morts de causes naturelles ne faisait aucune différence pour lui. Au moins, je ne suis plus seule maintenant, et cela a fait toute la différence pour moi. Mes prières avaient été exaucées. Combien d'entre vous avaient un ami imaginaire? J'étais un enfant clé, grandissant. Mon père servait dans l'armée à l'étranger, et ma mère a pris un emploi à domicile pour nous soutenir davantage. Ma mère ne rentrait que quelques heures après la fin de l'école, donc j'étais seule pendant un bon moment. J'étais enfant unique et avais du mal à me faire des amis, ce qui a accentué ma solitude. Il y avait une aire de jeu à environ 2 pâtés de maison de chez moi que je fréquentais après être rentrée de l'école. Je pouvais y arriver plus rapidement en coupant à travers une petite, mais dense, clairière forestière derrière chez moi. Cela dépendait de mon humeur si je le ferais, car le couvert de la ligne d'arbres rendait la forêt en dessous sombre comme tout. Certains jours, je coupais directement à travers, et certains jours, cela me rendait beaucoup trop agité et anxieux pour essayer. Le terrain de jeu lui-même était très vieux. Il y avait eu quelques ajouts au fil des ans, ainsi que certains éléments remplacés pour des raisons de sécurité. Cependant, je ne pense pas qu'autre chose qu'un nettoyage complet à haute pression pourrait enlever toute la rouille des chaînes des balançoires et des coins du module de jeu. J'entendais parfois des enfants de mon école parler de la façon dont l'endroit était effrayant. Certains ont même inventé leurs propres légendes urbaines autour de l'endroit. Pourtant, je ne l'ai jamais trouvé aussi effrayant. Pour moi, l'usure était presque réconfortante. Chaque fois que le terrain de jeu était vide, j'imaginais tous les enfants qui y avaient joué. Je les imaginais dans tous les vieux vêtements que j'avais vus sur les photos d'époque dans les livres d'histoire à l'école. Ils se lanceraient dans d'anciens jargons et expressions entre eux, et je regardais depuis le seul ensemble de balançoires dans le coin du terrain de jeu. La balançoire des perdants. Elle était appelée ainsi parce qu'il s'agissait d'un ensemble de balançoires avec seulement une balançoire. Avec le temps, la fixation de la 2e balançoire aux chaînes s'était dégradée de manière irréparable. Ainsi, ils l'ont détachée. D'après ce que je comprends, le terrain de jeu était déjà sur la sellette depuis des années. La ville ne voulait pas se donner la peine de débourser de l'argent pour le remplacer entièrement. Ainsi, une seule personne pouvait y balancer. Au lieu d'être jaloux ou de se disputer pour la place, la plupart des enfants qui venaient là se moquaient de celui qui l'utilisait. Après tout, utiliser la balançoire, c'était l'utiliser seul. On ne joue avec personne d'autre, on se balance juste, tout seul. Même avec ce genre de bagage attaché à cela ne m'a jamais dissuadée de l'utiliser. J'avais l'habitude d'être seule, donc ce n'était pas difficile d'ignorer tout le monde. De plus, j'avais peur de tomber du module de jeu. Je l'avais déjà vu arriver, et ça avait l'air de faire mal. Après un certain temps, j'ai inventé un ami imaginaire.
Je l'ai un peu modelé d'après l'un des amis de mon père, parce que je le trouvais cool. Je l'ai appelé Rob, un gars plus âgé dans la trentaine, qui semblait avoir une réponse à tout ce que vous lui demandiez, et une histoire pour aller avec. Quand j'utilisais la balançoire, je m'imaginais la balançoire à côté de moi, se réparant elle-même, et il prenait la place. Je lui demandais pourquoi le ciel était bleu, et il disait « Eh bien, parce que c'est la couleur préférée de Dieu. » Je lui demandais comment les avions restaient dans les airs, et il me disait qu'il y avait des gens derrière qui le poussaient très fort en avant. Je posais toutes les questions que les enfants posent, et il avait toujours une réponse tout de suite. Une seule question semblait le laisser perplexe. J'ai demandé pourquoi les gens meurent. Il m'a regardé, penché la tête sur le côté et a fixé pendant un long moment. Il semblait aussi confus que moi, mais a essayé de trouver une réponse. « Eh bien, dit-il, en claquant ses larges mains sur ses genoux vêtus de denain, peut-être que c'est juste le moment pour certaines personnes de partir. » En général, il était drôle et rassurant. Je me souviens d'avoir été contrariée par cette réponse. Elle semblait très apathique. Cependant, j'étais trop jeune pour comprendre le mot « apathie », encore moins pourquoi sa réponse me contrariait. Je voulais sentir qu'il y avait une raison pour laquelle les gens mouraient. Il ne m'en a pas donné. Pourquoi doivent-ils partir ? Ils doivent juste partir. J'ai arrêté de poser autant de questions après ça. Je lui demandais de me raconter des histoires pendant que nous nous balancions. Mais au fil des jours, le terrain de jeu perdait de plus en plus de sa couleur. La peinture s'écaillait de plus en plus, et de moins en moins d'enfants venaient jouer. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils allaient complètement démolir l'endroit n'importe quel jour maintenant. C'était triste pour moi, mais le terrain de jeu était devenu de moins en moins réconfortant avec le temps. J'avais du mal à entretenir la conversation avec mon ami imaginaire. Je ne pouvais même pas maintenir l'image de tous ces vieux enfants qui jouaient ici. C'était difficile d'imaginer quelqu'un jouer ici désormais. Je me souviens de la dernière fois où j'y suis allée cependant. J'avais été harcelée à l'école pendant un certain temps. Je ne veux pas mentionner son vrai nom, alors je l'appellerai John. En ce qui concerne le harcèlement, ce n'était rien de trop terrible. Il se moquait de moi, bien sûr, mais ce n'était que des insultes ou des moqueries parce que je n'avais pas d'amis. Il n'a jamais essayé de me frapper ou quelque chose comme ça, mais il était implacable. Un jour, il a entendu dire que j'allais au terrain de jeu après l'école. Alors, il a décidé de venir le visiter. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit quand il est arrivé. Quelques moqueries génériques, j'en suis sûre. Se moquer de moi pour utiliser la balançoire des perdants. Encore une fois, rien d'extraordinaire dans le domaine du harcèlement scolaire très basique. J'ai essayé de l'ignorer du mieux que je pouvais. Et j'ai continué à me balancer, le regard fixé droit devant moi. Il s'est fâché que je l'ignore et a attrapé les chaînes en plein balancement pour m'arrêter. C'est alors que Rob s'est levé. Je me souviens de son visage se tordant dans une expression terrifiante et furieuse, son visage rouge comme une betterave. Il a pointé du doigt John et lui a crié de s'éloigner de moi et qu'il le battrait à moitié à mort s'il ne partait pas. J'ai tressailli, complètement horrifiée par sa colère,
et voulant me recroqueviller en moi-même pour me cacher. Je ne sais pas ce qui l'a pris et je ne l'avais jamais vu agir ainsi auparavant. Ce n'est même pas ça qui me hante pourtant. Ce qui me fait le plus peur, c'est que John semblait l'avoir entendu. Je me souviens de lui me fixant avec stupéfaction, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Profitant de l'occasion, j'ai trébuché en descendant de la balançoire et je me suis enfuie aussi vite que possible. J'ai traversé la forêt, me protégeant avec mes bras des branches et des ronces. Il semblait que la forêt s'étendait à l'infini alors que je courais, mon cœur battant, mes poumons brûlants. Même si je savais que j'étais tout seul, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être poursuivi. Que si je ne sortais pas de la forêt, personne ne me retrouverait jamais. Après avoir couru, trébuché, et me suis relevée maintes fois, j'ai finalement vu la lumière de l'autre côté. Je pouvais voir ma maison au loin. Je jure avoir entendu une voix m'appeler de derrière, me disant d'attendre. Je l'ai ignoré et j'ai continué à pousser jusqu'à ce que je sois sortie de la forêt et en sécurité de l'autre côté de la clôture de mon jardin. Je suis rentrée chez moi. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres et je me suis cachée dans mon placard pendant des heures jusqu'à ce que j'entende ma mère rentrer à la maison. J'ai fait de mon mieux pour agir comme si rien ne s'était passé, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'inquiétait toujours pour moi. J'ai mangé mon dîner et je suis allée me coucher tôt en tenant la couverture contre mon corps comme une protection toute la nuit. C'était la dernière fois que j'ai jamais vu John. Je n'ai pas vu Rob pendant longtemps non plus. Dans les jours qui ont suivi, des affiches de disparition ont été placardées partout dans le quartier pour John. Il n'était pas rentré chez lui et je semblais être la dernière personne à l'avoir vu. La police a visité notre maison et m'a posé quelques questions de base à ce sujet, car quelques-uns de ses amis savaient qu'il était venu au terrain de jeu spécialement pour moi. Je leur ai donné un résumé général de ce qui s'était passé, bien que j'ai omis la place de Rob dans l'histoire pour des raisons évidentes. Ils semblaient accepter ce que j'avais dit et ne sont pas revenus me questionner après cela. Après tout, il n'y avait pas grand-chose de plus que je pouvais leur dire. Il y avait des rumeurs à mon sujet après cela à l'école. Certains des autres enfants pensaient que je l'avais tué et caché son corps dans les bois. Autant que cela me bouleversait à l'époque, je ne peux pas leur en vouloir tant que ça. Nous étions des enfants et j'étais toujours distant et antisocial. Si j'avais été à leur place, j'aurais pu penser la même chose. Pour le reste de ma scolarité, j'ai fait de mon mieux pour me faire discret et éviter les ennuis. J'ai fait quelques amis ici et là, heureusement. Ce n'étaient pas beaucoup d'amis, mais ils étaient bons. Sans eux, j'aurais pu devenir un reclus fou en vieillissant. Comme je l'ai mentionné précédemment, je n'ai plus revu Rob après cela. J'ai abandonné complètement les amis imaginaires, trop traumatisée par ce qui s'était passé pour me donner la peine de jouer encore avec l'idée. Parfois, je restais éveillée tard dans la nuit dans mon lit, terrifiée de regarder par la fenêtre. Je l'imaginais me regarder depuis la sombre forêt, arborant la même expression tordue. La peur s'est estompée avec le temps, mais elle persistait parfois dans un coin de mon esprit. Cela nous amène jusqu'à maintenant, cependant. Cela nous amène jusqu'à maintenant, cependant. C'est à ce moment-là que Rob est revenu. Au début, je voyais une forme juste à la limite de mon champ de vision
lorsque je regardais dans le miroir. Je l'ai attribué à la fatigue et j'étais plus préoccupée par le fait de constater à quel point je commençais à avoir l'air minable à force de négliger mes besoins. Mais cela continuait à se produire. Parfois, j'apercevais un instant sa silhouette assise sur l'une de mes chaises, et il avait disparu dès que je me retournais. Je me réveillais au son de la télévision allumée dans le salon, généralement sur une chaîne sportive. Peu importe ce que je faisais, je n'arrivais jamais à le voir entièrement. J'ai commencé à penser que j'avais enfin perdu la tête complètement. Je remettais en question ce qui était réel et ce qui ne l'était pas à chaque instant, et ce sentiment me poussait à m'isoler encore plus. J'ai commencé à penser que j'étais une menace potentielle pour la société et que je ferais mieux soit de ne pas m'associer avec elle, soit d'être mort. Dans mon moment le plus bas, c'est là que j'ai entendu sa voix à nouveau pour la première fois. C'était lointain et faible, bien que je pourrais jurer qu'il a dit « Relève-toi, champion ». Je me suis effondrée par terre quand je l'ai entendu. C'était un mélange d'émotions merveilleuses et horribles. C'était une voix familière, me rassurant. C'était comme entendre un vieux message vocal d'un ami depuis longtemps perdu. En même temps, il était difficile d'oublier ce qui s'était passé toutes ces années auparavant, et pourquoi j'avais eu peur de lui en premier lieu. Sans oublier que entendre des voix dans ma tête ne semblait pas être un bon signe. Mais au moins, je ne me sentais pas tout à fait aussi seule. C'était un peu comme un électrochoc. J'ai essayé de me remettre sur pied. J'ai commencé à dormir selon un horaire plus régulier et à m'assurer de manger au moins 3 fois par jour. J'ai essayé de reprendre contact avec de vieux amis et de socialiser davantage. J'étais devenue agoraphobe au fil des mois passés enfermée à l'intérieur. Alors, j'ai fait de mon mieux pour sortir autant que possible chaque jour. Je vais beaucoup mieux. Je me sens en meilleure santé que jamais et j'aimerais dire que je vais bien à nouveau. J'ai récupéré du moins. Je vais beaucoup mieux. Je me sens en meilleure santé que jamais et j'aimerais dire que je vais bien à nouveau. J'ai récupéré du moins. Il ne l'a pas fait. Je le vois toujours. Que ce soit du coin de l'œil, dans de vieilles photos, ou même au loin, devant chez moi. Je le vois toujours. Parfois, la nuit, j'entends sa voix étouffée à l'extérieur de ma fenêtre. J'essaie de l'enregistrer avec mon téléphone. Et les nuits où je le laisse enregistrer sont les nuits où il ne parle pas. Ce n'est pas la seule chose qui me dérange cependant. Le CA de John est en train d'être réexaminé. Le terrain de jeu a été démoli il y a des décennies. Cependant, ils ont récemment commencé à défricher la forêt derrière ma vieille maison aussi. Pendant qu'ils abattaient des arbres, une partie du tronc d'arbre s'est effondrée en frappant le sol. Dans les débris, ils ont trouvé des restes d'un squelette d'enfant. Les os correspondaient à certains des anciens rayons X de John. Personne ne sait comment ils ont atterri là, car la portion où se trouvaient les os était vers le sommet très haut de l'arbre. À quelques pieds en dessous, des mots gravés dans l'arbre disaient « Dear Patia ». Ils ont commencé à trouver des gravures comme celle-ci partout dans la forêt également. Je ne suis pas sûre de quelle idée me fait le plus peur. Rob faisant partie de mon imagination, ou Rob étant réel. Tout ce que je sais, c'est que je le vois de plus en plus, et j'ai l'impression qu'il est en colère contre moi.
et j'ai trop peur de le regarder encore.